Euh, je voulais faire une vidéo là sur un peu la mise à jour au niveau du projet Torchain. Et puis, ça évolue tellement vite que chaque semaine, on a des news. Et je pense que toute l'année 2022, ça va être un peu le cas. Donc, faudrait trouver du temps pour faire des mises à jour de temps en temps. Et comme je le dis très souvent dans le groupe, moi, dernièrement, j'ai vraiment arrêté de suivre les nouveaux projets ou d'autres projets. Je suis vraiment que l'écosystème Torchain, mais principalement le projet, parce que même l'écosystème, il y a assez de projets qui naissent encore. Dernièrement, il y a un dernier qui va sortir, qui s'est dévoilé, qui s'appelle, je crois, Landscape, qu'il faudra aller regarder aussi. Donc, tout ça, c'est assez intéressant pour l'année 2022. Et donc, c'est une année qui va, comme je l'ai déjà dit, qui va apporter assez de maturité au projet Torchain, parce qu'il y a assez de choses qui sont prévues. Donc, l'un des projets qui est hors de cet écosystème-là, justement, que je suis depuis un moment, c'est Composable Finance, qui, je pense qu'il y en a déjà parlé, qui est aussi dans le même standard de cross-chain. Et je pense, les premières lignes que j'ai lues du white paper, c'est un des projets qui va peut-être porter le plus en 2022, s'ils arrivent à sortir. Parce que pour le moment, il n'y a aucune annonce concernant les pre-sales, concernant la public sale, concernant aucune vente de tokens. Donc, je pense qu'ils sont assez loin encore de tout ça. Et donc, il faut juste garder ça dans le radar. Donc, pour ceux qui sont assez curieux, vous pouvez déjà rejoindre aller regarder le white paper ou même le site internet. Et le white paper, il est assez dense, assez technique. Et c'est ça qui fait que moi, ça me prend assez de temps parce que, voilà, il y a assez de choses à faire dedans. Et je pense que, encore une fois, côté cross-chain, decentralized exchange et autres, ça va être vraiment la prochaine vague en fait de FOMO, ou j'ai envie de dire de boom en fait, après le métaverse. Le métaverse, c'est toujours d'actualité, bien sûr, et ça va bien sûr, ça va continuer, mais voilà. La régulation qui arrive, ça va pousser les gens à s'orienter, effectivement, faire beaucoup plus de choses qui ne leur sont pas interdites en fonction de leur pays de résidence ou même leur pays de naissance. Et donc des choses pour lesquelles ils n'ont pas besoin de permission en fait. Et pour ça, je pense, même si ce n'est pas forcément la régulation, je pense qu'aujourd'hui, le niveau d'adoption que nous sommes en train de chercher sur les crypto-monnaies, il faudrait de plus en plus d'interfaces utilisateurs, qui soient beaucoup plus simples à utiliser par les nouveaux arrivants. Parce que aujourd'hui, si tu prends tous les échangeurs décentralisés avec les interfaces qu'ils proposent pour un nouveau, pour quelqu'un qui n'a jamais eu à faire la crypto, c'est pas du tout évident. C'est vraiment pas du tout évident. Donc, il faut de plus en plus d'interfaces qui sont beaucoup plus simples pour concurrencer justement les échangeurs centralisés comme Binance, comme Coinbase. Parce qu'aujourd'hui, ces échangeurs-là ont Binance aujourd'hui, je crois qu'ils sont à près de 80 millions d'utilisateurs. C'est pas rien. Et pour atteindre 80 millions d'utilisateurs, il faut avoir une certaine interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et les gens ont l'impression en fait d'être sur leur site habituel d'achat de vêtements ou d'autres choses. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les échangeurs là, ils se dirigent vers des interfaces plus simples. Ce qui est presque déjà le cas dans l'écosystème Torchain, parce que bon, DeFi Spot, j'attends la V2 qui devrait être beaucoup plus stable, beaucoup plus simple. Et puis Broker Finance qui est sorti, Landscape, j'espère qu'ils auront une belle interface aussi.
Voilà. Donc, de plus en plus, je pense que cette année, on devrait avoir des interfaces beaucoup plus fluides où l'utilisateur n'aura même pas à se demander qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, quand j'ai lancé une opération. C'est comme quand vous lancez, des fois, les gens me disent, mais moi, j'ai lancé un swap sur swap, mais depuis, ça fait que tourner. C'est en fait ça le truc du client. Le client, lui, il se dit, mais mon opération traîne. Pourtant, en fait, juste pour clarifier ce point-là, quand vous lancez un swap sur TorSwap ou peut-être même via XDeFi, enfin, tant que ça passe par le protocole Torchain, imaginons que vous êtes en train de faire des swaps entre du Bitcoin et des Ethereum. On passe d'une blockchain à une autre blockchain. Vous, l'interface, ce que vous voyez, c'est deux petites cloches qui sont en train de tourner, chargées pour dire votre opération est en cours. Mais derrière, en fait, le protocole, il passe de la pool Bitcoin. Donc, il vend des Bitcoins dans la pool Bitcoin et il va, enfin, je l'explique simplement comme ça, mais techniquement, c'est encore plus complexe, pour repasser en fait dans la pool ETH et récupérer les Ethers que vous voulez et vous les ramener dans votre wallet. Ce qui est jusqu'à présent n'était pas la plus facile de toutes les opérations, on rappelle. Donc, c'est normal que l'utilisateur se pose des questions sur l'attente, sur la durée, sur comment ça se fait, mais justement, il faut qu'on mette à terme, il faut qu'on mette des interfaces assez simples, assez, comme les Anglais ils disent, user-friendly, pour quand en fait le gars il arrive, il clique sur deux boutons, il a déjà acheté sa crypto. Même si derrière l'opération peut prendre peut-être 30 secondes ou 40 secondes, ok, il attendra. Mais que les interfaces soient beaucoup plus user-friendly. Donc, c'est un peu ça. Si vous êtes assez curieux, moi, je vous conseille d'aller regarder Composable. Et ils sont assez actifs et assez... en tout cas, pour le moment, les gars, ils avancent assez rapidement. Donc, voilà. C'est ce que je voulais dire sur ça. Et donc, le sujet du jour, justement, moi, je voulais revenir là sur le projet Torchain, la mise à jour et surtout la nouvelle fonctionnalité qu'on va voir dans 2 mois et demi maximum, j'espère, qui est la fonction, enfin, je dis fonction, mais c'est un ensemble d'outils qui s'appelle TorFi ou ForFi en anglais ou comment ça s'appelle, Fortune Finance pour dire vrai, parce que nous on dit Tor mais en anglais effectivement c'est For, le THCF. Donc pour ceux qui veulent apprendre encore plus de l'écosystème ou du projet Torchain lui-même, moi je vous conseille le site Medium de Tornoob qui regroupe quand même assez d'informations sur le projet Torchain et assez de IME, comment on appelle, des recaps semestriels du projet, de tout ce que le projet a fait chaque 2 semaines. J'ai dit semestriel, mais c'est plutôt chaque 2 semaines. Des statistiques mensuelles du projet. Parce qu'en fait, une chose que je voulais rappeler, c'est que des fois, et c'est ça, je pense, qui fait que les gens ils sautent souvent d'un projet à un autre. Quand tu es dans un projet, et ça, moi je dis merci à Timon Walker, parce que c'est une des choses que j'ai retenues dans un IME qu'il avait fait. Il disait que 8 personnes sur 10 dans les cryptos, en fait, investissent dans des cryptos qui vont sortir des produits que eux-mêmes ne vont jamais utiliser. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est ça qui fait que pour moi, les gens, ils balancent d'un projet à un autre. Parce que le projet dont tu as les actions, même toi qui es investisseur, on a dit, si on te transpose dans le monde réel, tu es en fait l'actionnaire de la société, ou peut-être tu es un membre du conseil d'administration de la société, mais tu n'as jamais utilisé le produit de la société dont tu détiens les actions. C'est un peu bizarre. Dans le monde réel, ça serait bizarre. Et dans les cryptos encore, c'est encore plus bizarre parce que tu as investi, dans les cryptos, on a investi dans les idées. Parce que généralement, quand on investit, le produit, mais il n'est même pas encore disponible, on n'est même pas encore au mainnet. Donc, quand tu investis dans l'idée d'une société,
blockchain, on va dire. Quand le produit sort, la moindre des choses, ce serait quand même d'aller essayer. Si ça ne te plaît pas, tu te dis, mais les gars, ils se sont foutus de nous. Ils ont pris notre argent, ce qu'ils ont sorti, ça ne sert à rien, en fait. Et en ce moment-là, tu sors du projet ou si tu vois qu'ils vont sortir un autre truc qui sera plus intéressant, tu attends. Mais on ne peut pas investir dans un projet et puis on ne sait même pas s'ils ont sorti un produit, on ne sait même pas s'ils ont un truc en cours. Enfin, on le fait, mais je veux dire que ce n'est pas normal. Et plus tu utilises de produits que comment ça s'appelle, que le projet a sorti, en fait, plus ta confiance augmente et plus tu es tenté à rester parce que tu sais que dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont sortir telle chose et ça devrait faire monter le prix et tout, et tout, et tout. Et moi, dernièrement, c'est ce que j'essaie vraiment de faire de chaque projet dans lequel je suis. Et je suis plus dans beaucoup de projets, je dois être dans 3 ou 4 projets maintenant. J'essaie de voir en fait qui sortent et je vais regarder, même si je dois juste tester en bêta ou bien tester le produit 1 ou 2 fois et que je sais que ça va amener du monde là sur le projet, je reste sur le projet. Parce qu'au final, c'est ça qui va payer. Imaginez qu'on se tape encore 1 an de marché baissier. Vous pensez qu'il y a beaucoup de projets qui vont tenir? Non. Et sauf ceux qui vont bosser, qui vont sortir des vrais trucs qui vont rester. Donc, ça, c'est une autre chose. C'était une parenthèse. Et donc, bon, je vous conseille Tornumb sur Medium pour, si vous voulez approfondir votre connaissance sur le projet Torchain et tout son écosystème. Et donc, pour en revenir à Tor Finance, c'est en fait c'est un ensemble de produits financiers qui va sortir sur Torchain, donc sur le protocole, dans quelques mois, j'espère, dans 2 mois. Et cet ensemble, en fait, est constitué de plusieurs choses. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la première des choses, on aura droit à un stablecoin. Donc, un stablecoin enfin, pour le moment, qui s'appelle Tor USD. On n'a pas encore d'acronyme. Et qui va fonctionner comme le USD de Luna, pardon. Donc, le fonctionnement, il est simple. Plus les gens vont demander justement des tokens Tor USD et l'écosystème va brûler des tokens Torchain pour pouvoir émettre le stablecoin. Donc, chez Luna, aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ça. S'il y a plus de demandes pour le token USD, l'écosystème brûle, l'algorithme brûle des Luna pour derrière émettre des USD. Et s'il y a moins de demandes pour l'USD, l'écosystème brûle des USD pour émettre des tokens Luna. Donc, aujourd'hui, Luna, par exemple, il n'a pas un nombre de tokens en circulation qui est fixe. Aujourd'hui, soit tu peux être à 90 millions de tokens, demain tu te réveilles, on a 88 millions. Mais ce qui est sûr, quand tu fais un ratio sur une période, le nombre de tokens de Luna est en baisse. Donc, ce qui va faire que peut-être dans 1 an, on va se retrouver avec 50 millions de tokens de Luna sur le marché. Ce qui devrait faire exploser le prix si on a marché aussi. Donc, ça va fonctionner pareil. Donc, ce qui veut dire que dans quelques mois, on devrait avoir un nombre de tokens de Torchain en circulation qui ne serait plus variable, mais qui, sur le long terme, serait en baisse. Ce qui serait très bien pour les investisseurs parce que ça devrait stimuler en fait le prix à la hausse. Et puis le deuxième produit, c'est des prêts, d'accord, comme on le fait aujourd'hui sur Luna, mais contrairement à Luna, ce sera des prêts sans liquidation. Je m'explique. Pour ceux qui ont déjà pris un prêt ou bien qui ont déjà testé la plateforme encore en short sur Luna, là-bas vous bloquez un token. J'appelle des Luna, vous bloquez des Luna en fait, et vous prenez un prêt en contrepartie, et le prêt il est en USD. Vous pouvez bloquer des Luna pour 15 000 $, et derrière vous récupérez 10 000 $ en prêt, et ces 10 000 $, vous pouvez les reprendre, par exemple, pour venir acheter des tokens Torchain et les mettre en LP. Vous voyez, en fait, il faut jouer avec le système parce que, au fond, si tu fais bien, ça te profite. Donc, tu as des Luna, je sais que tu ne vas pas les vendre maintenant, tu les bloques
Dans encore, tu récupères 10 000 dollars et ces 10 000 dollars, tu viens, tu achètes des tokens Rune et les Rune, tu les mets en fait en liquidity providers. Donc derrière, ton LP, il te rapporte encore plus de récompenses et que tu récupères pour aller rembourser ton prêt sur encore. Mais sauf que sur encore, le problème avec le prêt, c'est qu'il y a une liquidation. Donc, au moment où tu as bloqué tes Luna, il valait 15 000. Disons que le total de tes tokens valait 15 000 dollars. Si le marché baisse drastiquement et que la valeur de tes tokens Luna vient à descendre en dessous de ton montant que tu as emprunté, donc en dessous de 10 000 dollars, le système va liquider automatiquement ton prêt. Ce qui veut dire que quoi? Tu avais 15 000 dans le système, mais aujourd'hui, les 15 000, en fait, ils valent 10 000. Ils valent juste la valeur du prêt que tu as pris. Et qu'est-ce que le système fait? Il rembourse automatiquement le prêt. Donc, toi, tu n'es plus dans le système. Et ça, c'est assez embêtant, un peu quand même. Parce que moi, je connais des gens qui ont eu quand même des sueurs froides des fois lorsque le token Luna était passé de, je crois, de 75 dollars, 70 dollars à 49 dollars. Parce que le niveau de liquidation était autour de, je crois, 39 ou 38 dollars. Ça commence à devenir chaud. Mais aujourd'hui, en fait, Torchain, il propose un prêt. Donc, tu pourras prendre un prêt. Et même si la valeur de ton emprunt arrive au même niveau que le collatéral, ce que tu as mis en garantie, ou en garantie, je ne sais plus comment on dit ça, et que même si ça passe en dessous, ton prêt ne sera pas liquidé. Comment ça va se faire? C'est que pour prendre un prêt lorsque TORFi va sortir, si tu prends un prêt, en fait, ton collatéral, ça sera ta pool de liquidité. Donc, imaginons que toi, actuellement, tu as une position en LP. Donc, tu as ajouté des tokens Rune dans le système pour profiter justement des frais de transaction, frais de réseau sur la pool Luna Rune. Et dans 2 mois, lorsque le TORFi sera disponible, toi, tu vas sur l'interface, tu dis, OK, moi, j'ai un prêt en cours d'une valeur actuelle dans 2 mois de 10 000 dollars. Et on va voir beaucoup plus loin. Il y a un calcul que l'algorithme a fait en fonction du montant de ton LP. Et il te dit, OK, en fonction de tes 10 000 dollars, tu peux emprunter 5 000 dollars. Tu prends tes 5 000 dollars et ton collatéral, donc ta position LP, est bloquée dans le système en attendant que tu rembourses le prêt. Tu prends les 5 000 dollars, tu vas faire ce que tu veux et le marché chute. La valeur de ta position LP arrive à, on va dire, 4 000 dollars. Si on était sur encore, tu aurais été liquidé. Mais sur Torchain, ta position n'est pas liquidée. Pourquoi? Parce que ta position qui est dans la pool, en fait, elle n'est pas fixe. Pourquoi? Si tu as mis 10 000 dollars dans la position LP, au fur et à mesure qu'il y a des transactions ou qu'il y a des frais, il y a des émissions de tokens sur l'écosystème Torchain, ta position, en fait, reçoit des intérêts. Donc, ce qui va faire que, au fil du temps, ta position est censée en fait générer des intérêts en ta faveur. Parce que quand on dit intérêt, les gens pensent forcément que c'est toi qui payes. Donc, des intérêts en ta faveur. Ce qui va faire que ta pool, en fait, elle est productive. Donc, en tant que contrepartie de ton prêt, ta position est productive pour le système qui a gardé parce que tu as pris un prêt. J'espère que c'est assez technique, mais j'espère que c'est assez clair. Donc, c'est ça qui fait que tu n'es pas liquidé. Donc, ta position, tes 5 000 dollars de prêt, tu pourras les rembourser même dans 1 an, dans 2 ans, parce que ta position LP qui est gardée dans le système en contrepartie rapporte en fait des intérêts au système. Donc, le système n'a pas intérêt à fermer ton prêt parce que tu lui rapportes des intérêts. Et le jour où tu viendras rembourser, ta position LP va sortir. Et sauf que les intérêts au-dessus, ça, il faut que je n'ai pas encore toute la documentation. Je ne sais pas si les intérêts, quand tu viens rembourser, les intérêts qui ont été générés, on te les reverse ou ils repartent aussi dans le système. Ça, il faudrait que je vérifie. Mais n'empêche que ton prêt n'est pas liquidé et donc tu pourras le récupérer quand tu pourras rembourser le prêt. Et ça, pour moi, ça va rapporter en fait assez de monde dans l'écosystème parce qu'aujourd'hui, le prêt, le lending, pour ceux qui connaissent,
qui connaissent les plateformes, j'oublie le nom là. Enfin, je crois que c'est AAV, mais il y a une deuxième plateforme centralisée derrière qui aujourd'hui est quand même la plateforme leader du prêt, qui prend un pourcentage, je crois, 5 ou 4% d'intérêt. Ce genre de choses que Torchain va apporter, en fait, va venir casser ce genre de plateforme centralisée. Les gens vont se diriger tous sur le prêt avec collatéral LP, mais sans liquidation. C'est pour ça qu'au début, il y a environ un mois, lorsque les gens ont annoncé la sortie de TorFi en disant qu'il y aurait un prêt sans liquidation, les gens ont crié au scandale, ils se sont dit informatiquement comment tu programmes ça et comment ça. Enfin, moi-même, j'étais pas très rassuré parce que je me disais, mais c'est juste pas possible. Et je pense qu'il y a même le prêt, il est sans intérêt. Je me suis dit, mais un prêt sans intérêt, sans liquidation, la NAC, elle est où? Bon, en lisant le document derrière, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ta position LP qui te protège. Donc, franchement, là, ce deuxième produit-là, je pense que ça devrait faire beaucoup de bruit. Et le troisième produit, c'est Tor Savings, qui est en fait qui est un peu comme le LP. Enfin, c'est un mix entre le LP et puis du staking. Mais sauf que, j'essaie juste de lire ce qui est écrit. Donc, justement, c'est un compte d'épargne qui n'admet qu'un seul actif. Donc, si tu n'as que des bitcoins, tu bloques ton bitcoin dans le système et ils disent sans impermanent lose. Donc, tu bloques tes bitcoins dans le système et ça va te rapporter des bitcoins. Et les bitcoins qui viennent en plus, je crois qu'on le voit un peu plus bas, proviennent en fait, et je pense que ça va être plus bas. Je ne sais pas s'il faut que je l'explique maintenant ou Ok, je vais l'expliquer plus bas. Parce qu'en fait, le compte d'épargne, quand tu vas bloquer des actifs dans le compte d'épargne, les intérêts qu'on va te reverser, il me semble que ces intérêts, en fait, proviennent de ceux qui sont plus hauts ici. Donc, ceux qui vont prendre les prêts, les intérêts qui sont générés dans leur position LP ne reviennent pas au système. En fait, ils reviennent à ceux qui sont plus bas, qui vont mettre leurs actifs dans le compte d'épargne. Ouais, donc en fait, c'est juste un transfert. Donc toi, quand tu as ta position LP ici, en prenant un prêt, les intérêts que ta position va générer est reversé à ceux qui mettent leurs actifs dans le compte d'épargne. Donc c'est juste un transfert d'actifs entre deux types d'utilisateurs. Donc, pour revenir justement au premier produit qui est le Tor USD, le fonctionnement il sera très simple. Il a déjà expliqué, donc l'utilisateur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'un prêt. Donc, quand il a besoin d'un prêt, les tokens Tor Chain sont brûlés. Donc, vous voyez ici, burn, bar, mint, sont brûlés ou en même temps émis, c'est dans les deux sens. Et en contrepartie, on donne à l'utilisateur en fait le prêt en Tor USD. Donc, voilà. Quand le prêt est remboursé, je crois que c'est comment ça fonctionne. Quand tu demandes un prêt, le token Torchain est brûlé ici et on émet on émet ton prêt en Tor USD. Lorsque tu vas venir rembourser le prêt, on va émettre des nouveaux tokens Torchain et on va brûler en fait le prêt que tu as pris, on va brûler le nombre de tokens équivalents. C'est pour ça que la flèche elle est en deux sens. Enfin bref, ça c'est un peu le truc mathématique qui sont mis derrière. Et le token, le Tor, la valeur du Tor, donc qui est censé être backé par le dollar, donc il est censé avoir la même valeur que le dollar. Donc 1 Tor USD égale à 1 dollar. Et dans le système, en fait, l'algorithme, il va calculer la valeur de ce Tor USD là qui est censé être à 1 parce qu'il y a toujours l'histoire du PEG. Pour ceux qui connaissent bien le fonctionnement des stablecoins, comment faire pour que la valeur de ton token reste autour de 1 pour ne pas qu'il dégringole? Parce que quand tu dis un stablecoin, ça dit qu'il est stable. Si sa valeur va à 0,9, c'est un scandale. Si sa valeur va à 1,1, c'est un scandale. Il faut qu'il reste autour de 1. Et ça, aujourd'hui, pour que ça fonctionne, l'algorithme de Torchain, il va juste faire en fait un prix
médian. Un prix médian entre ces 4 stablecoins qui sont déjà là. Donc, UST, BUSD, USDC, USDT. Donc, la moyenne, donc je suppose, quand on dit médian, c'est-à-dire que le prix affiché là, plus ça, plus ça, plus ça, divisé par 4, ça le donne le prix en fait du token Tor USD qui devrait être autour de 1. Voilà, globalement. Après le reste, c'est vraiment technique, programmation. Moi, je ne vais pas trop rentrer dedans. Donc voilà, pour le fonctionnement du Tor USD qu'on devrait avoir bientôt, notre propre stablecoin sur notre système. Ça, l'idée déjà, moi, ça me plaît. Et donc, pour revenir au borrowing, donc au prêt, donc le deuxième outil que va apporter TorFi, j'étais juste en train de lire parce qu'à chaque fois, il faut que je lise pour... Donc, l'utilisateur de TorChain dépose sa position Layer 1 parce que ça va pas forcément, je pense, on va pas pouvoir forcément prendre tous les actifs du système. Ça sera les Layer 1, donc Bitcoin, Ethereum, Luna, vraiment que les Layer 1. Et en fait, il signale au système qu'il veut, il veut abandonner en fait ses récompenses de sa position LP en contrepartie de son prêt. Et ouais, je pense que c'est ça qu'on a expliqué beaucoup plus haut. Donc, le prêt, les conditions, c'est que le prêt, ton prêt que tu vas prendre, le minimum, le prêt doit rester, donc doit être au minimum ouvert sur 100 jours. Et en fait, les 100 jours correspondent, pour ceux qui suivent bien le projet, qui suivent bien ce que j'écris des fois. 100 jours, en fait, c'est l'assurance. Lorsque tu mets une position, quand tu mets des actifs en LP, tu dois attendre 100 jours pour être couvert à 100%. Donc, c'est à 100% en fait qu'on te rembourse si tu fais une perte sur ta position. Donc, ta position de prêt aussi doit rester active pendant 100 jours. Vous voyez le lien? Pour que, en fait, dans l'autre sens, ta position LPL est couverte par l'assurance. Et de l'autre côté, ton prêt aussi fait 100 jours. Là, on est d'accord dessus. Donc, voilà, globalement, le fonctionnement qui est là, je pense. L'utilisateur emprunteur, il reçoit des Tor USD. Il dépose sa position LP en collatéral dans le module de prêt. Et le système, donc, lui, il mine des tokens Tor qu'il envoie à l'utilisateur. Il y a une petite partie des frais qui va dans un coffre qu'on appelle le coffre Tor USD. Qui dit aussi, il a une fonction qu'on va voir beaucoup plus bas. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le collateralize ratio, c'est le ratio qui permet de déterminer le montant que tu peux prendre comme prêt en fonction de la valeur de ta position LP. Pour ceux qui suivent, parce que je pense que c'est pas assez facile. Et la formule, en fait, pour déterminer le montant de ton prêt, c'est ça. La valeur de ta position LP divisé par le ratio fois 100, ça te donne le montant de ta dette qui doit être minée en token Tor. Et voilà, ça c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. No liquidation for loans, c'est pareil. Si la position de ton LP elle est inférieure à la dette économiquement, voilà. Mais là, on ne te liquide pas parce que ta position LP derrière, elle te couvre. Voilà. Ok, donc ça c'est de ça qu'on a parlé. Le fait de mettre en single side des actifs sans perte latente. Ouais, et c'est ce qu'ils disent ici, c'est que la deuxième possibilité de mettre des actifs dans le compte d'épargne pour avoir des récompenses, ça ne sera pas disponible dans la première version de TorFi. Donc, will not be available in the V1. Donc, ça ne sera pas disponible immédiatement dans la première version. Sûrement qu'il faudra attendre encore un peu plus. Voilà. Donc, globalement, voilà. J'essaie de voir s'il y a une information importante.
Et en fait, dans la pool, dans le compte d'épargne, lorsque tu mets un actif dans un compte d'épargne, il faut 14 jours. 14 jours. Faut rester en fait, comment on appelle ça, dans cette position-là pendant 14 jours. Donc, pour éviter que les gens ils passent d'un actif à un autre. Parce que chaque actif, il y aura son taux, il y aura des taux d'intérêt variables, il me semble. Donc, pour éviter que les gens, ils passent d'un actif à un autre, à un autre, à un autre, à un autre dans le système, en une journée, faire par exemple 4 actifs. Quand tu rentres un actif une fois, tu es obligé de rester dans 14 jours, 2 semaines. Comme ça, il permettra au système de stabiliser en fait les positions. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais. Donc, ceux dans le compte d'épargne, quand tu mets un actif, l'actif génère des récompenses qui sont essentiellement des frais de swap, donc frais de transaction. Voilà, des frais de transaction qui sont générés par le burn et l'émission de tokens Tor. Et aussi par les blocs rewards, donc les frais d'émission de tokens. Et ça, c'est le schéma. Donc les 14 jours. Ok. Ok, Blue Chip Savings. Donc, attends. Pour le compte d'épargne, on a deux parties. Donc ça, on aura le choix entre mettre des tokens TUSD, donc de stablecoin. Et c'est ce que j'ai expliqué. Si tu ajoutes que des stablecoins Tor, ta récompense vient des frais de minage, en gros. Des frais de minage et des frais d'émission, des frais d'émission du réseau. Mais pour ceux qui vont ajouter donc les Blue Chip Savings, les Blue Chips, c'est ceux qui ne savent pas, les Blue Chips, quand on dit dans les cryptos les Blue Chips, ce sont en fait les tokens Layer 1. Donc Layer 1, Bitcoin et tout ce qui va avec enfin, ETH, Luna, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça les Blue Chips. Donc tu déposes donc ton Layer 1 asset comme le Bitcoin et tu gagnes en fait des bitcoins. Tu gagnes rien d'autre en fait que des bitcoins. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres systèmes, tu déposes un token A et en fait, ta récompense, c'est le token du réseau. C'est comme si on te dit tu déposes des bitcoins, mais tu gagnes tu gagnes que des runes. Donc, tu ajoutes par exemple des Luna, mais tu gagnes que des runes. Donc, ton truc, ça ne bénéficie qu'au token du réseau. Mais là, ce n'est pas le cas parce que enfin, Torchain est conçu comme ça. L'actif que tu déposes, ton gain ressort dans le même actif. Et ça, c'est pas banal. Parce que déposer des bitcoins et recevoir des bitcoins en plus, imaginez. Et donc, pour les blue chips, c'est ce que j'expliquais beaucoup plus haut, c'est pour ça que je ne voulais pas m'aventurer dessus au départ. C'est que le dépôt des blue chips dans le compte d'épargne, le gain que vous allez avoir, en fait, il vient de ceux qui sont justement en haut, comme je l'ai dit, qui sont placés en LP et qui ont pris des prêts. Voilà, et c'est ce qui est marqué ici. Especially the yield from the borrower's collateral. Donc ça vient du collatéral en fait de ceux qui sont plus hauts, qui ont mis leur position LP en garant contre un prêt. Donc leur position LP va générer en fait des intérêts. Et les intérêts là, on les reverse à ceux qui sont en blue chips saving account. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. J'espère vraiment que la vidéo, vous allez la comprendre parce que il n'y a pas encore assez de documentation. Enfin, il y a assez de documentation sur TorFi, mais c'est assez complexe. Donc, c'est pas toujours évident pour aller comprendre. Parce que moi, j'ai fait, en faisant les recherches, là, je suis tombé sur plusieurs choses, notamment le PDF, le fameux PDF qui a fait il y a un mois de cela le buzz, parce que tout le monde voulait le voir, le PDF. Moi, je l'ai vu
j'ai lu les 3 premiers paragraphes que vous voyez là, Overview, Tor USD et Price Oracle, mais après le truc il devient très très technique en fait. Donc en gros, le truc, ce qu'on vient de voir là, c'est les 3 éléments de design of 4-5. C'est le Tor USD dont on a parlé, c'est le Lending Borrowing de USD, Blue Chips, LP1 Position avec 0% de taux d'intérêt, pas de liquidation. Et voilà, le ratio dont on a parlé. Et puis Tor Saving dont on a parlé qui génère des intérêts qui, en principe, ces intérêts-là viennent de ceux qui viennent emprunter ici en mettant leur position LP en collatéral. Donc pour résumer, en gros, voilà ce que Tor5 va apporter. Et on espère une évolution au fil du temps. Parce que je pense que ça ne sera pas simplement que ça. Mais pour le moment, de ce que j'ai compris, dans la première version, on aura le 1 et le 2. Et le Tor Savings, il arrivera beaucoup plus tard, peut-être dans la V2. Donc pour ceux qui sont assez curieux et qui comprennent beaucoup plus les choses facilement que moi, vous pouvez encore aller justement revoir le fameux PDF qui est ici, qui n'est pas un PDF en vrai. Mais voilà, il va vous apporter beaucoup plus de clarté, on va dire ça comme ça, sur le fonctionnement de Tor5 et tout ce qu'il va apporter. Voilà. Voilà. Il y a plein de choses. Et moi, même en plus de ça, il y a d'autres choses que les développeurs continuent d'ajouter chaque jour. Et puis, pour ceux qui comprennent les vidéos en anglais, il y a Grossroots qui a fait une vidéo assez complexe parce que moi j'ai regardé 2 fois, j'ai rien compris. Si justement Tor5 le fonctionnement, franchement pour ceux qui comprennent l'anglais parlé, ça va être assez intéressant d'aller comprendre parce qu'il a même construit un fichier Excel dans lequel il explique le fonctionnement des choses. Donc vous tapez juste sur Google, là, le gars, son truc s'appelle Grassroots. Et puis vous verrez. Il a d'autres vidéos beaucoup plus simples sur Torchain aussi. Et il y a aussi l'un des, je ne sais plus ce qu'il fait là au sein du projet, mais il y a Chad Baraford qui est quand même le seul visage qu'on connaît de l'équipe Torchain, qui a fait lui aussi une vidéo sur le sujet. Donc vous pourrez toujours aller voir sur sa chaîne, c'est Chad Baraford. Et réellement c'est le seul visage qu'on connaît de l'équipe Torchain. Et puis, est-ce que j'avais autre chose que je voulais vous montrer? Enfin, ça, c'était un trade que SpotWagon a fait sur le fait que justement Torchain va devenir déflationnaliste assets lorsqu'on va lancer Tor5 et qu'au fil du temps, voilà, comment ça s'appelle là, son nombre de tokens devrait évoluer à la baisse comme Luna le fait aujourd'hui. Donc il a essayé de définir ça dans un trade un peu simple de tout ce qu'on vient de dire. C'est un peu plus simple à comprendre. Et puis voilà, donc pour aller regarder ça, c'est en quelques paragraphes. Il explique les choses les plus simples. Donc je vais mettre tous ces liens là en dessous de la vidéo. Et puis voilà, une clarification que je voulais faire parce que des fois, pour des articles qui ont été écrits sur Torchain, je vois des gens qui mettent Torchain c'est index. En fait, on peut le dire, mais Torchain c'est pas index. TorSwap c'est index, mais Torchain c'est un protocole. Donc le protocole en fait, il permet de créer des applications. Les applications sont basées sur le protocole. C'est pour ça que les protocoles sont importants pour un écosystème. Il faut un protocole pour que l'écosystème existe. Donc le protocole, c'est la technologie de base et après tu vas implanter des applications dessus. Donc c'est ce que Smith lui a essayé d'expliquer ici. Et lui en fait, la définition qu'il donne, il dit, parce qu'aujourd'hui on voit, des fois vous voyez dans les comment ça s'appelle dans les discussions, des layer 1, des layer 2, des layer 0, des temps. Et lui en fait, le niveau de layer, je ne saurais pas vous définir le niveau de layer, mais bon, les layer 1 par exemple que je connais c'est le Bitcoin, c'est Ethereum, donc c'est ceux qui ont la première couche de technologie. Et après tu as les deuxièmes couches qui viennent se mettre dessus sur cette même technologie là pour descendre à nouveau. Et tu as ceux qui se disent layer 0. Donc, qui sont des middle, qui sont vraiment ce qu'on appelle des interlogiciels, donc des logiciels intermédiaires. Et Smith, c'est comme ça qu'il définit Torchain, parce qu'il dit Torchain, c'est un layer 0. Donc, c'est ce qu'il a mis là, un middleware that operates across layer 1. Et en fait, le layer 0, il opère entre layer 1 et lui-même, c'est un layer, lui-même,
C'est un layer 1. Bon, le truc de fou. C'est un layer 1 parce qu'en fait, il capture comment ça s'appelle, les frais de transaction. Excusez-moi, il collectionne les frais de transaction comme les layer 1. Mais en même temps aussi, il permet de faire interagir les layer 1 entre eux. Et bien sûr, il ajoute également les layer 2 parce qu'il est multi-chain. Donc quand on parle de Tor Synthetix. Voilà, et donc lui, il expliquait que tout ça mis ensemble va faire que la TVL, donc qui est la Total Value Locked, la valeur de token bloqué, enfin, la valeur des actifs bloqués dans le système Torchain devrait augmenter exponentiellement, ce qu'on appelle aujourd'hui un black hole. Donc, faut juste black hole qui veut dire trou noir. Hein. Un trou noir, voilà, il est profond. Et le but en fait de Torchain, c'est d'être un trou noir. Au départ, les gars, ils utilisaient le thème de black hole liquidity. Donc, ce qui veut dire que c'est un trou noir en fait de liquidité. Parce que tu mets ta main dans le trou noir, ta main n'arrive jamais au fond. Et le but du protocole, c'est ça. C'est de créer tellement de liquidité que tout le monde pourra en fait venir se servir de la liquidité sans jamais qu'il y ait d'interruption dans les transactions. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on n'a pas un black hole liquidity comme ça parce que quand tu es par exemple sur une swap, tu te fais griller par le slippage parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et ça, c'est un gros problème. Voilà, la vidéo va être très très longue. Et ici, en fait, Chad Baraford, il expliquait simplement, ça je pense que vous le savez déjà, que sur l'écosystème Torchain, pour une transaction, on n'a pas besoin d'avoir des Torchain et je pense que les gens m'ont des fois posé la question. On n'a pas forcément besoin de Torchain pour faire une transaction Torchain. Quand c'est une transaction de dépôt ou une transaction de swap, si tu as des bitcoins que tu veux avoir des Torchain, les frais de transaction sont déduits de tes bitcoins. Si tu as des Ethereum que tu veux swapper en Bitcoin, tes frais de transaction sont déduits de tes Ethereum. Donc l'actif initial. Et voilà, c'est ce qu'il a voulu expliquer là. Et voilà, donc ça c'est encore la paperasse pour comprendre Torchain. Il y a un autre truc qui s'est révélé dernièrement que je voulais vous montrer, mais je pense pas l'avoir. Je pense pas l'avoir sorti. C'est le fait que justement, et ça je sais pas quand que ça sera prévu, c'est le fait que Torchain en fait il va devenir agrégateur de DEX. Alors agrégateur de DEX, ça rejoint justement ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être un black hole liquidity. Donc les autres DEX, les autres échangeurs décentralisés vont pouvoir, au départ, lorsque la technologie va être mise en place dans quelques mois, j'espère, dans 2 mois encore, j'espère, c'est que le seul qui est disponible au-dessus de Torchain, c'est TorSwap. TorSwap, en fait, va pouvoir aller agréger des échangeurs décentralisés comme Uniswap, comme SushiSwap. Et en fait, ça va nous permettre de ne plus aller sur Uniswap. On va simplement rester sur TorSwap et pouvoir échanger des tokens. Tous les tokens qui sont sur Uniswap, vous aurez accès à ces tokens-là simplement via TorSwap. Est-ce que vous voyez ce qui est en train d'arriver? Enfin, c'est quand même assez énorme parce que je veux dire que d'ici peut-être la fin d'année, on n'aura même plus besoin d'aller ouvrir SushiSwap, d'aller ouvrir Uniswap, d'aller ouvrir je ne sais pas quel autre DEX parce que Torchain ou Torchain via ou TorSwap via Torchain aura réussi en fait à agréger tous ces DEX là. Donc on n'aura plus besoin d'aller d'aller prendre le risque non, tout sera agrégé sur TorSwap. Et quand tu viens sur TorSwap, tout ce que tu veux comme token qui est disponible sur Uniswap, tu les auras sur TorSwap. Mais franchement, ça pour moi, s'ils arrivent à sortir ça en 2022, ça sera la touche finale. Ça sera vraiment la touche finale. Agréger tous les DEX, ça sera la touche finale. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait assez de mises à jour pour aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne quand ça va sortir. Et est-ce qu'il y avait une dernière chose à ajouter à part l'agrégateur de DEX? Oui.
Le... Pour rappel, parce que l'équipe, je pense que je l'ai déjà dit une fois, l'équipe de Torchen n'a pas pour vocation en fait de rester sur le projet à vie. Donc il y a ce qu'ils appellent l'obsolescence. Donc l'obsolescence, je crois que ça signifie arriver vers la fin. Et en fait, comment ça s'explique? C'est que plus le temps va passer, donc tout ce que je viens de citer là comme technologie qui va arriver, plus tout ça va être disponible, donc il y aura de moins en moins de travail à faire et donc l'équipe va passer en fait la main à la communauté. Et aujourd'hui, cette communauté-là, je veux dire que ce n'est pas deux, trois personnes qui sont assises, elle a déjà commencé à exister, cette communauté-là. Et principalement aujourd'hui, ce dont on est sûr, c'est que la communauté sera représentée par 9R, ce dont je parlais tout à l'heure. Pour le moment, enfin, 9 Reels. Pour le moment, c'est eux, officiellement, on sait qu'ils vont faire partie en fait de cette communauté-là. Je ne sais pas si d'ici là, on va ajouter d'autres personnes contributeurs au projet à cette équipe-là, mais au bout, toute l'équipe Torchen va foutre le camp. Bien sûr, ils seront dans les environs. Si on leur pose des questions sur telle chose, ils pourront venir intervenir, leur dire voilà comment il faut faire, mais ils n'auront plus en fait la main sur le projet. Donc tout ça va être cédé à la communauté et c'est la communauté qui va gérer la trésorerie qui aujourd'hui, je crois, qui vaut près d'1 milliard de dollars aujourd'hui et tout le reste. Donc les mises à jour de projets, l'ajout de nouvelles chaînes. Si dans le futur on a des chaînes plus importantes qui existent, l'ajout de tout ça, ça va être fait partie de la communauté. C'est que en fait l'idée de ça aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est que c'est un peu le fonctionnement qu'on a eu avec le Bitcoin lorsque au départ Satoshi Nakamoto, il était le seul. Enfin, il était le seul. Si on suppose que c'était une seule personne, sinon le groupe de personnes. Voilà. Donc, si on suppose qu'aujourd'hui, Satoshi était le seul sur le projet Bitcoin au départ, l'équipe Torchen, en fait, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, il faut partir. Et c'est ce que Satoshi a fait. Il est parti, il a cédé la main aux autres développeurs, en fait, du projet Torchen. Donc, enfin, pardon, je dis des conneries. Des autres développeurs du projet Bitcoin. Donc aujourd'hui, ça va être la même chose. J'espère dans maximum 1 an, le système sera assez mature pour en fait céder le projet à la communauté qui sera représentée par 9 Reels. D'autres personnes, ça peut ne pas être forcément une entreprise, parce que 9 Reels, c'est aujourd'hui constitué comme une société et qui contient plusieurs développeurs, mais ça peut être de simples développeurs qui aident le projet depuis le début et qui vont eux aussi faire partie de cette communauté qui doit gérer le projet jusqu'à terme. Je connais pas encore assez ce qu'il faut avoir comme comment on appelle ça, comme prérequis ou je sais pas comment il faut dire ça pour faire partie de la communauté, mais c'est ça l'idée de base. Alors j'essaie juste de trouver le compte Twitter de Nanreel, mais bon, je sais pas, comme je suis pas, mon compte n'est pas ouvert sur le... Ah, c'est bizarre, je ne le trouve pas. Ah merde, je suis dans notification. Attends. Peut-être que là, je vais le trouver. Voilà. Je sais pas, attends. Je vais passer par le compte de Pluto. Voilà. Ah, c'est Ruin 9K. Voilà. Donc, c'est le comment dire, page Twitter qui est là. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est eux qui sont pressentis. Et je pense que c'est confirmé pour remplacer l'équipe Torchen. Donc, à eux, on va forcément ajouter d'autres personnes, peut-être des personnes physiques, pour continuer à développer le projet. Voilà, donc en gros, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme mise à jour. Comme je vous l'ai dit, faites vos recherches sur les projets dans lesquels vous avez mis de l'argent, voir qu'est-ce que les gars ont sorti comme application, utiliser ces applications-là, est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau à la communauté crypto ou pas, est-ce que ça va être adopté ou pas. C'est pour ça que moi je fais une mention spéciale à l'homme qui chante tout le temps le nom là, Satoshi Printer, qui lui
Justement, dès le début, il avait compris sur le projet Veracity, ce que les gars préparaient. Et en fait, aujourd'hui, il continue chaque fois les produits qui sortent sur le projet, il continue quand même à en faire la promo. Et je sais que derrière, il les utilise, ou ils essaient au moins. Parce que quand tu es pleinement investi dans un projet, il faut savoir ce que les gars ils ont sorti, il faut savoir ce qu'ils ont fait, ou même qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils ont sorti. C'est important en fait pour garder le lien avec le projet et pouvoir être sûr que les tokens que tu gardes là, c'est pas pour rien. Sinon après, si tu ne sais pas ce que le projet fait, c'est l'intérêt il est où? Ça veut dire que dans deux mois, un mois, le projet il est à la rue, toi aussi tu es à la rue. Donc il faut savoir s'il y a des développements sur le projet, il faut aller regarder ce qu'ils font. Et c'est important. Donc je pense que la vidéo elle est assez longue déjà. Je vous passe le bonsoir et puis bonne soirée.